Quelque part sur la frontière biélorusse, un train russe s'arrête et on lui retire ses roues. Des vérins hydrauliques soulèvent les voitures. Des ouvriers font rouler un jeu de bogies et en glissent un autre dessous. Et environ 2 heures plus tard, le train reprend sa route vers la Pologne. Tout cela existe à cause de 85 mm. C'est l'écart entre les voies russes et celles de presque tout le reste de l'Europe. Et l'explication habituelle, c'est que le tsar a fait construire ses chemins de fer plus larges pour empêcher les armées d'envahir son territoire. Mais les ingénieurs qui ont choisi cette largeur ont laissé des traces écrites. Alors pourquoi l'invasion n'apparaît-elle nulle part dans ces documents? Cet écart entre les rails porte un nom des deux côtés. L'écartement standard, la largeur utilisée dans la majeure partie de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Chine, mesure 4 pieds 8 pouces et demi entre les faces intérieures des rails. L'écartement russe mesure 5 pieds. La différence correspond à peu près à la largeur de votre main. Mais elle court sur environ 225 000 km de voies, à travers la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Mongolie, les États baltes et le Caucase. C'est le deuxième écartement de voies le plus répandu sur la planète, derrière l'écartement standard uniquement. Et partout où il rencontre l'écartement standard, à Brest, à Tiraspol, dans les terminaux à conteneurs à la frontière kazakh, le fret s'arrête et se fait soulever, ou bien les roues sont démontées. Le récit habituel de la séparation entre ces deux largeurs de rails est court et satisfaisant. Nicolas Ier, pensant à l'invasion de Napoléon et à l'armée prussienne, aurait ordonné un écartement plus large pour qu'aucune puissance européenne ne puisse faire rouler un train directement jusqu'à Moscou. On retrouve cette histoire dans les guides de voyage, dans les documentaires et dans la bouche des contrôleurs sur le quai de Varsovie. Et elle est presque certainement fausse. Saint-Pétersbourg, 1837. Le premier chemin de fer de Russie est inauguré. 17 km de voies reliant la capitale au parc impérial de Tsarskoye Selo, puis jusqu'à Pavlovsk. C'est une ligne d'agrément, une excursion dominicale pour l'aristocratie, construite par un ingénieur autrichien du nom de Franz Anton von Egersner, et elle est construite à 6 pieds. 6 pieds entre les rails, c'est énorme, et il vaut la peine de s'arrêter sur le pourquoi. Gersner avait observé Isambard Kingdom Brunel en Angleterre, dont le Great Western Railway roulait sur un écartement de 7 pieds et un quart de pouce, et offrait aux passagers le trajet le plus doux et le plus rapide disponible où que ce soit dans le monde. Le raisonnement de Brunel était assez simple. Une base plus large signifie un centre de gravité plus bas, plus de place pour une grosse chaudière, des voitures plus stables à grande vitesse. La ligne de Tsarskoye Selo était la démonstration de faisabilité de la Russie. Et ce qu'elle a démontré, c'est qu'un pays construisant ses chemins de fer à partir de rien, sans voisin à qui se raccorder, pouvait choisir la largeur qu'il voulait. Ce qui nous amène au deuxième chemin de fer et à la décision qui a véritablement compté. En juin 1839, 2 ingénieurs russes embarquèrent sur un navire à destination des États-Unis. Pavel Melnikov et Nikolai Kraft avaient été envoyés par le tsar pour étudier les pratiques ferroviaires américaines, et ils passèrent des mois sur la côte Est, empruntant les lignes, dessinant des ponts et interrogeant les hommes qui les avaient construits. L'un de ces hommes était George Washington Whistler. Whistler était diplômé de West Point, originaire de Fort Wayne, dans l'Indiana, un ancien topographe militaire qui avait quitté l'armée pour construire des chemins de fer. Il avait travaillé sur le Baltimore and Ohio, relevé des tracés à travers la Nouvelle-Angleterre et co-conçu le viaduc de Canton dans le Massachusetts. On se souvient aussi de lui, un peu injustement, comme le père du peintre James A. McNeill Whistler. Alors, qu'est-ce qu'un ingénieur américain comprenait des conditions russes que les ingénieurs russes eux-mêmes ne comprenaient pas? La réponse avait moins à voir avec la Russie qu'avec l'Amérique. Les pratiques ferroviaires britanniques supposaient un trafic dense, des terrains coûteux et une construction massive en pierre. Les pratiques américaines supposaient l'inverse, un trafic faible sur des distances énormes, du bois bon marché, des courbes serrées et des locomotives conçues pour tolérer des voies approximatives.
La Russie ressemblait bien plus à l'Ohio qu'au Lancashire. Melnikov et Kraft rentrèrent avec une recommandation, et la recommandation était d'embaucher cet homme. Whistler arriva à Saint-Pétersbourg le 30 juillet 1842 avec un contrat de 7 ans et fut intégré à la commission technique du chemin de fer Saint-Pétersbourg-Moscou, aux côtés de Melnikov et Kraft. La commission avait une querelle sur les bras. Les partisans de Gerstner voulaient continuer avec 6 pieds, en accord avec la ligne de Tsarskoye Selo, et en suivant Brunel. Certains consultants allemands et autrichiens poussaient pour quelque chose de plus proche d'1,5 mètre. Whistler plaida pour 5 pieds, et son argumentation était d'un ennui très pratique. 6 pieds coûtaient plus cher à construire, parce que chaque terrassement, chaque remblai et chaque portée de pont devenait plus large et plus lourd. 4 pieds 8 pouces et demi, en revanche, lui semblait trop étroit pour le matériel roulant lourd de type américain qu'il comptait faire circuler, et plus coûteux à entretenir sous ce poids. 5 pieds se situaient entre les deux. Nicolas Ier l'approuva en septembre 1842. Voilà toute la décision. 3 ingénieurs, un argument de coût et une signature. Il n'y avait aucune douve dans ce raisonnement, aucune grande stratégie, juste un homme de l'Indiana expliquant ce que coûtent des remblais plus larges. Et il y a, dans les archives, un chemin de fer que l'histoire de l'invasion ne peut pas survivre. Le Congrès de Pologne faisait partie de l'Empire russe. En 1840, 2 ans avant la décision de Saint-Pétersbourg, ce même empire commença à construire le chemin de fer de Varsovie à Vienne. Il fut posé à l'écartement standard, la largeur européenne, délibérément pour que le fret puisse rouler directement jusqu'en Autriche sans rupture de charge. Le gouvernement, qui était censé construire une douve à 5 pieds pour empêcher les trains européens d'entrer, construisait, dans les mêmes années, une ligne à écartement standard pour les laisser entrer. Il y a plus encore. Les planificateurs militaires russes examinèrent directement la question de la défense ferroviaire, et dès 1841, ils étaient parvenus à une conclusion qui tient toujours. Si vous voulez priver un ennemi de votre réseau ferré, l'écartement est quasiment hors sujet. Des voies peuvent être recalibrées par des hommes armés de pieds de biche en quelques semaines. Ce qu'on détruit, ce sont les ponts, les tunnels et les châteaux d'eau, parce que ceux-là prennent des mois à reconstruire. Les historiens qui sont retournés fouiller les documents survivants de la commission sur l'écartement, en particulier Richard Haywood, dans son travail sur les premiers chemins de fer russes, ne trouvent aucune trace que Melnikov ait plaidé pour 5 pieds sur des bases militaires. L'histoire de l'invasion n'est peut-être pas entièrement inventée. Des officiers de l'armée supervisaient de près le projet ferroviaire, et il est plausible que quelqu'un, dans les manœuvres de lobbying, ait fait remarquer l'avantage défensif d'avoir un écartement différent de celui de ses voisins. Mais un argument de vente utilisé pour promouvoir un chemin de fer n'est pas la même chose que la raison pour laquelle ce chemin de fer a été construit. Whistler ne vit jamais la ligne achevée. Le travail était éreintant. La main-d'œuvre se composait en grande partie de serfs, et le choléra déferla sur Saint-Pétersbourg en 1848. Whistler l'attrapa, y survécut, et mourut le printemps suivant, le 7 avril 1849, à l'âge de 48 ans. Le contrat de matériel roulant passa à 2 frères de Baltimore, Thomas et William Winanze, fils du constructeur de locomotives Ross Winanze. Ils terminèrent en avance sur le calendrier, firent fortune et restèrent en Russie assez longtemps pour fabriquer de la poudre pendant la guerre de Crimée. Le chemin de fer Saint-Pétersbourg-Moscou ouvrit en 1851. 645 km de voies fameusement rectilignes, le plus long chemin de fer du monde à l'époque, et l'une des grandes réalisations d'ingénierie du siècle. Il roulait sur 5 pieds, et à ce moment-là, 5 pieds cessèrent d'être un choix sur le papier pour devenir 600 km de ballast, de traverse et de fer. Dès les années 1850, les chemins de fer prussiens atteignaient Varsovie, et le problème était visible pour quiconque se tenait sur le quai. Les trains de Berlin arrivaient sur une largeur, les trains de l'intérieur russe sur une autre, et chaque tonne de fret passait de l'un à l'autre à la main. Les responsables de Varsovie remarquèrent le problème, rédigèrent des mémorandums à ce sujet, et découvrirent qu'ils avaient à peu près une décennie de retard.
C'est ainsi que fonctionne l'écartement. Le coût de son changement augmente avec chaque kilomètre posé, et la Russie posait des voies plus vite que presque tout autre pays au monde. Les 5 pieds partirent vers l'est le long du Transsibérien, vers le sud, dans le Caucase, vers l'Asie centrale. Les ingénieurs russes les emportèrent en Mandchourie, sur le chemin de fer de l'Est chinois. Ils allèrent en Finlande, grand-duché de l'Empire, qui inaugura sa première ligne en 1862 sur exactement les mêmes 5 pieds. Et ici, les preuves vont dans les deux sens. Lorsque le Japon s'empara de la branche sud du chemin de fer de l'Est chinois, après la guerre russo-japonaise de 1904, les ingénieurs japonais recalibrèrent simplement la voie, utilisant l'écartement étroit pendant les combats et l'écartement standard ensuite. Le reste de cette ligne passa à l'écartement standard en quelques décennies. En 1939 et 1940, l'Union soviétique fit la même chose en sens inverse, convertissant les chemins de fer nouvellement occupés de l'est de la Pologne et des États baltes de l'écartement standard à 5 pieds. Alors, si un écartement de voie peut être modifié par quiconque occupe le terrain, à quoi exactement cette douve était-elle censée servir? La réponse honnête, c'est que la largeur fonctionnait moins comme un mur que comme un péage. Elle n'a jamais empêché une armée de traverser, et elle n'a jamais fermé non plus une route de fret. Ce qu'elle a fait, dans tous les cas, c'est ajouter du coût. Des hommes, des heures, des grues, des voies de garage, des bogies de rechange et des wagons de réserve stationnés dans une cour frontalière. Et parce que ce coût restait faible à n'importe quel point de passage pris isolément et devenait énorme à l'échelle de tout le réseau, personne ne pouvait jamais tout à fait justifier de payer le coût bien plus élevé de l'arrachage des voies. Un choix qui semblait anodin sur un bureau en 1842 était, vers 1900, enfoui sous des dizaines de milliers de kilomètres de ballast et ne pouvait plus être déplacé. Si ce genre d'histoire de l'ingénierie vous intéresse, abonnez-vous. Il y en a une nouvelle chaque semaine. À l'été 1941, cette permanence allait être mise à l'épreuve par une armée. Lorsque les forces allemandes pénétrèrent en Union soviétique en juin 1941, le plan d'approvisionnement de la Wehrmacht dépendait presque entièrement des chemins de fer. Seule une petite fraction des divisions allemandes était entièrement motorisée. Le reste marchait, et leurs munitions, leur carburant et leur nourriture voyageaient sur rails ou derrière des chevaux. Les Allemands envoyèrent donc des troupes ferroviaires en avant, les Eisenbahn pionniers, qui suivaient les groupes de tête et travaillaient parfois sur un terrain qui n'avait pas été correctement sécurisé. Leur mission était de prendre les voies soviétiques à écartement large et de ramener un rail vers l'intérieur pour obtenir l'écartement standard, kilomètre après kilomètre, en restant à environ 7 jours du front. Et ils y parvinrent. Des milliers de kilomètres de voies soviétiques furent convertis pendant la seule année 1941. L'écartement, à lui seul, n'a pas arrêté l'armée allemande. Ce qu'il a fait, c'est la taxer. Chaque équipe occupée à déplacer un rail était une équipe qui ne réparait pas la signalisation, ne remettait pas en état les dépôts de locomotives, ne reconstruisait pas les châteaux d'eau dont les locomotives à vapeur ont besoin à intervalles réguliers le long d'une ligne. Les Soviétiques avaient évacué ou détruit la majeure partie de leur matériel roulant pendant la retraite, si bien qu'il n'y avait presque rien à capturer et réutiliser. Les approvisionnements arrivant d'Allemagne devaient être déchargés et rechargés à la lisière mouvante de la conversion. Puis l'hiver arriva, et les locomotives allemandes, construites pour les températures allemandes, gelèrent et leurs chaudières se fendirent, ce qui n'est pas une réparation que l'on fait au bord d'un talus de neige en Biélorussie. Pensez-y un instant. L'écartement n'a pas défendu l'Union soviétique. Il a rendu un problème logistique déjà brutal, encore pire au nœud ferroviaire, exactement au moment où, pire, suffisait à faire la différence. Et c'est ainsi qu'un mythe accumule ses preuves. L'histoire de Nicolas Ier circulait déjà. Puis les ravages du front de l'Est parurent la confirmer, après coup, et cette confirmation était assez forte pour que la querelle dans la salle de commission de 1842 cesse d'intéresser qui que ce soit. Il y a un dernier changement apporté à la largeur des voies russes, et il s'est produit très discrètement. À la fin des années 1960, les chemins de fer soviétiques
redéfinir l'écartement de 5 pieds à 1520 mm, soit 4 mm de moins. 4 mm sur le plus vaste réseau ferroviaire d'Eurasie. L'enjeu n'a jamais été la largeur en soi, c'était la tolérance qui importait. Parallèlement à la redéfinition, la variation admise de la largeur de voie fut considérablement resserrée, et comme les essieux sous les wagons et locomotives existants ne furent pas modifiés, le résultat fut un ajustement plus ferme entre la roue et le rail. Une marche plus stable. Des vitesses autorisées plus élevées sur les mêmes voies. La conversion se propagea à travers le réseau de 1970 jusqu'au début des années 1990, et c'est pourquoi les documents ferroviaires russes parlent de 1520 plutôt que de 5 pieds. La Finlande, depuis longtemps indépendante à ce stade, conserva les anciens 5 pieds. L'Estonie revint formellement aux 5 pieds, après 1991, pour s'aligner sur son voisin de l'autre côté du Golfe. Les deux définitions sont suffisamment proches l'une de l'autre pour que les trains passent de l'une à l'autre sans difficulté. Et lorsque le service à grande vitesse Allegro circulait entre Helsinki et Saint-Pétersbourg, la voie qu'il empruntait était spécifiée à un écartement situé entre les deux. Alors, est-ce que 5 pieds était une erreur? Pas de manière évidente, non. La largeur supplémentaire s'accompagnait d'un gabarit plus généreux autour du train. Le gabarit de chargement russe, c'est-à-dire le profil qu'un wagon est autorisé à occuper, est nettement plus généreux que le gabarit européen, atteignant environ 3,40 m de large et plus de 5 mètres de haut sur le profil standard. Les lignes russes supportent des charges à l'essieu, allant jusqu'à environ 25 tonnes, là où de nombreuses lignes européennes plafonnent plutôt à 20. Pour un pays qui transporte du charbon, du minerai, du bois et des céréales sur toute la largeur d'un continent, c'est un avantage opérationnel réel, et c'est en partie pourquoi le réseau transporte encore des volumes de fret qui submergeraient un système européen. Le prix à payer, c'est qu'aucun de ce matériel roulant ne passe nulle part ailleurs. Ce qui nous ramène à Brest. Un train de conteneurs partant de Yu dans l'est de la Chine à destination de l'Europe roule sur l'écartement standard jusqu'à la frontière kazakh, où chaque conteneur est soulevé par grue et transféré sur des wagons à écartement large. Il traverse le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie. À la frontière polonaise, tout est redescendu. 2 ruptures d'écartement et des milliers de levages individuels de conteneurs sur chaque train, pour toujours. La Biélorussie a installé un changeur d'écartement Talgo à la gare de Brest en 2015. Un tronçon de voie qui ajuste les roues d'un train pendant qu'il avance lentement, et cela fonctionne pour les rames de voyageurs pour lesquelles il a été conçu. Le fret, lui, est encore principalement transbordé par grue. L'illustration la plus frappante survint en 2022. Ces ports de la mer Noire étant bloqués, l'Ukraine tenta d'acheminer sa récolte de céréales vers l'ouest par le rail et se heurta directement à ses 85 mm. Chaque wagon devait être transbordé à la frontière. La Commission européenne signala des wagons attendant en moyenne 16 jours pour le dédouanement et jusqu'à 30 jours à certains postes frontières, tandis que les céréales restaient dans les silos ukrainiens et que les prix alimentaires s'envolaient de l'autre côté du monde. Et c'est à ce moment-là que les rails eux-mêmes commencèrent enfin à bouger. En septembre 2025, l'Ukraine inaugura son premier chemin de fer à écartement standard, 22 km de voie neuve entre Oujhgorod et Tchop, dans l'extrême ouest du pays, posé en moins d'1 an pour moins de 30 millions d'euros, avec un financement de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Les trains au départ d'Oujhgorod atteignent désormais Bratislava, Budapest et Vienne sans s'arrêter pour changer de roue. Les chemins de fer ukrainiens ont annoncé que la prochaine étape serait une ligne à écartement standard de la frontière polonaise à Lviv. Plus au nord, Rail Baltica pose 870 km d'écartement standard de Tallinn à travers Riga et Kaunas en direction de Varsovie, avec un objectif pour 2030. Et la Finlande, qui a passé des années à expliquer à la Commission européenne que la conversion de son réseau n'avait aucun sens économique, a rouvert la question en 2025 pour une raison tout à fait différente, la sécurité. Le ministère finlandais des Transports prévoit désormais une décision d'ici 2027, avec un début de construction peu probable avant les années 2030.
Il y a là une ironie sur laquelle il vaut la peine de s'attarder. L'écartement qui était censé exister pour repousser les armées est en train d'être abandonné, en partie, pour que les armées et leurs approvisionnements puissent circuler plus librement à travers lui. Whistler est enterré à Stonington, dans le Connecticut. Melnikoff a une statue devant un terminus moscovite et une université ferroviaire qui porte son nom. Aucun des deux hommes ne cherchait à diviser un continent. Ils essayaient de calculer ce que coûte un remblai. Ce qui laisse la question que l'histoire de l'invasion a toujours été trop commode pour poser. Si la largeur n'a jamais été une défense, et si la défense accidentelle qu'elle a fournie est désormais devenue un handicap, qu'est-ce qu'on protège exactement en la conservant? Quelque part ce soir, à la frontière de Brest, les vérins vont monter sous une voiture, et un jeu de roues va rouler dans l'obscurité, à cause d'une discussion dans une salle de Saint-Pétersbourg en 1842, que personne dans cette salle ne s'attendait à voir leur survivre.